Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Les émotions des animaux de Monsieur Marc Bekoff. C'est un ouvrage paru dans la présente édition chez Manuel Payot en 2007. Il fait 309 pages et coûte 20 €. Alors, c'est un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque depuis l'hiver dernier. Je l'attendais un peu au tournant parce que c'est un ouvrage que j'ai pu voir dans des bibliographies de sites internet d'associations qui mènent des combats sur le bien-être animal, tout ce qui va être les notions de respect, d'éthique. Je pense à l'association L214, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est un ouvrage dont on a fait mention lors d'un séminaire en anthropozoologie et cognition animale animé par Guillaume Bretzner et organisé par Jérémy Sorada, auquel j'ai participé en février dernier. Et c'est un livre qui trônait également sur une page avec sur une table, avec un ensemble de bouquins lors de la formation PECRAM à laquelle j'ai assisté au mois de septembre dernier. Je vais y arriver. Donc c'est un ouvrage de référence. Je pensais qu'il traitait naïvement des émotions des animaux, ce qui est le cas évidemment, mais il y a aussi toute une grille de lecture secondaire qui va être extrêmement intéressante, qui va se développer un petit peu comme un manifeste pour la protection animale. Donc on va y venir. Il y a plusieurs points clés de cet ouvrage que j'avais envie de développer avec vous, pour ne pas répéter déjà des sujets que j'ai pu traiter dans d'autres vidéo. Je vais vraiment m'attarder sur certains points clés assez novateurs. Donc je vais effectuer cette vidéo en format court pour la ligne éditoriale de la Team Capdog et j'effectuerai dans la foulée un format long qui sera disponible, je pense, le même jour sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est parti, on va essayer de faire ça vite et bien. Qui est Marc Bekoff? L'auteur de cet ouvrage est un professeur émérite d'université en écologie et en biologie évolutive et c'est surtout un spécialiste de renommée mondiale sur le comportement animal. Il a passé beaucoup d'années de sa vie dans le domaine de l'éthologie cognitive et il a eu la particularité de s'attarder beaucoup sur les comportements de jeu. Ce qui lui a valu un petit peu de mépris de la part de la communauté scientifique qui estimait qu'il y avait d'autres recherches plus intéressantes à faire sur les animaux que les interactions de jeu ou le contexte de jeu, tandis que Marc Bekoff y voyait en fait une base, un point de départ sur lequel pouvait se développer tout un tas de recherches. Il estime, et on en parlera un peu plus loin d'ailleurs des comportements du jeu, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il explique que lorsque les individus jouent entre eux, ils doivent savoir faire preuve d'empathie pour pouvoir se modeler par rapport aux émotions des autres. Ils doivent savoir faire preuve de respect, mais également de fair play, dans la mesure où les tricheurs sont souvent punis, voire exclus du groupe social. Donc il y a toute une palette d'émotions et de comportements à adopter qui sont assez intéressants. Donc Marc Bekoff va beaucoup parler au début de cet ouvrage de son travail sur les comportements de jeu et notamment ce qu'il appelle le playbo ou ce qu'on va traduire en français par l'appel au jeu. Cette attitude assez particulière que peuvent adopter notamment les chiens de compagnie avec le dos arrondi. Je vais essayer de mettre une vidéo ou une image là-dessus. Donc c'est un comportement qu'on retrouve chez les loups, notamment chez les coyotes. Marc Bekoff explique aussi notamment que dans des contextes de jeu, certains individus vont développer des attitudes qu'ils n'auront pas en dehors du contexte de jeu. Il parle notamment de mémoire. Dans une meute de loups, il a été montré que des mâles qui étaient assez élevés dans la hiérarchie de la meute se permettaient d'adopter des comportements de soumission vis-à-vis d'individus en dessous de la hiérarchie dans la meute, dans les contextes de jeu. Comportements qui seraient totalement inadmissibles en dehors de ces contextes-là. Bref, je reviendrai un petit peu plus longuement sur les comportements de jeu. Enfin, plus longuement, dans un autre contexte, un peu plus tard. Alors, il est évidemment question d'émotions des animaux, dans lesquelles Marc Bekoff va revenir sur les 6 émotions universelles de Charles Darwin, à savoir la colère, le contentement, la tristesse, le dégoût, la peur et la surprise. Et Marc Bekoff va étayer cette palette à travers l'amour, la passion, la jalousie, également le deuil ou la honte. Il faut savoir que, et ce qui fait la richesse notamment
de cet ouvrage, c'est que tous les propos sur lesquels va s'appuyer Marc Bekoff sont des études scientifiques qu'il a pu mener lui-même, ou alors s'appuyer simplement sur des études d'autres confrères. Donc tout est sourcé pour les personnes qui voudraient vraiment creuser le sujet, ou pour les sceptiques qui pourraient avoir éventuellement des doutes. D'ailleurs, Marc Bekoff va avoir tout un chapitre d'ailleurs qui leur est dédié. Ce n'est vraiment pas un ouvrage avec un parti pris vraiment pour la défense. Enfin, si pour le coup aussi. Comment dirais-je? Disons que Marc Bekoff reste un scientifique avec une rigueur scientifique. Il va exposer les faits, il va adopter sa vision qui est évidemment subjective. Il va notamment traiter de l'objectivité dans la science, des notions d'anthropocentrisme et d'anthropomorphisme justement, des écueils à ne pas avoir, et je trouve que son approche est vraiment saine. Enfin, on sent qu'il y a une certaine honnêteté dans le travail et dans l'ouvrage, et qu'on n'essaie pas de nous vendre vraiment une seule vision en occultant les éventuelles visions parallèles ou les avis contradictoires. Donc pour le coup, c'est vraiment bien. Vous allez acquérir plein de petites notions de base qui vont étayer votre culture générale et qui vont vous permettre d'adopter un autre regard sur les animaux, et notamment vos animaux de compagnie, à savoir principalement les chiens, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici. Je vais noter, je vais vous citer simplement une de ces petites infos. Je vous dis le livre Fourmille de Slin. J'en ai noté une, mais j'aurais pu vous en citer une trentaine. Alors, il s'avère que les baleines à bosse, les rorquals communs, les orques et les cachalots possèdent des cellules fusiformes situées dans la même partie de leur cerveau que celles que l'on trouve dans le cerveau humain. Cette zone cérébrale correspond à l'organisation sociale, à l'empathie, à la perception des sentiments d'autrui, ainsi qu'aux réactions rapides et instinctives. On pensait autrefois que les cellules fusiformes, qui jouent un rôle crucial dans l'élaboration des émotions, étaient propres aux humains et aux autres grands primates. En fait, les baleines en ont plus que les hommes. Tous les mammifères, y compris les humains, possèdent des structures neuroanatomiques et des systèmes neurochimiques similaires d'une importance capitale pour les sentiments. Donc on pourrait trouver à travers cet ouvrage une grille de lecture qui remet vraiment l'homme à sa place, à savoir qu'il n'est qu'un animal parmi bien d'autres. Un animal, on va dire non, puisque c'est un homme et que l'homme par nature se définit comme animal autre que les animaux. Donc on va dire qu'en tout cas, l'ouvrage permet de remettre l'homme à sa juste place, à savoir une espèce parmi d'autres espèces sur cette planète. Marc Bekoff d'ailleurs va développer à travers toute la seconde partie de l'ouvrage un manifeste vraiment axé sur le bien-être animal, l'éthique et le respect. Donc on y reviendra un peu plus loin, je ne vais pas m'attarder là-dessus pour le moment. Alors des études de terrain nous permettent de comprendre à travers de courts récits. J'ai listé des perroquets qui font des blagues, des primates qui dansent de joie, l'enterrement d'un renard, les obsèques d'un éléphant, une veillée funéraire chez des gorilles, la vengeance chez les pieuvres, l'amour d'une mère, j'aurais pu en lister bien d'autres. Donc c'est aussi ce qui rend la lecture aisée, c'est que Marc Bekoff va raconter des petites anecdotes, des petits récits qui vont nourrir les propos scientifiques qu'il va apporter. Ça rend vraiment donc la lecture fluide et très facile d'accès. C'est un livre que vous pouvez avoir sur votre table de chevet le soir à 23h, vous pouvez le lire. Ça va être facile, en tout cas, disons que je vous conseille davantage que tout sur la psychologie du chien par exemple, ou se taper des statistiques, des courbes de Gauss et des graphiques à 23h, ça peut être un peu lourd. Alors que les émotions des animaux, malgré la richesse des propos et du contenu de l'ouvrage, ça se lit vraiment très bien. C'est un ouvrage écrit par un scientifique, mais dans la mise en forme et la facilité d'accès, ça ne se voit pas vraiment. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça quand je l'ai lu. J'avais presque parfois l'impression de lire un roman, tellement c'était bien mis en scène, tous les récits, toutes ces anecdotes-là. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps pour la plateforme de la Team CapDoc. Je vais essayer de développer le premier point clé qui me semblait le plus important, qui est justement dans cette continuité, comme je vous disais plus haut, de remettre l'homme à sa place, à savoir la remise en cause de la loi du plus fort dans la théorie de l'évolution.
Alors, je vais vous lire cela déjà, et ensuite j'y reviendrai. Alors oui, il va y avoir un peu plus de citations, mais disons que je préfère déjà reprendre les propos de l'auteur plutôt que de les déformer. Alors, la survie du plus fort est un concept dont la pensée et la réflexion théorique sont imprégnées, mais la recherche actuelle n'en fait plus le principal moteur de l'évolution. Pendant longtemps, la coopération n'a pas été prise en compte en raison de ce parti pris idéologique, mais le flot d'articles scientifiques et de parutions diverses sur la coopération nous signale aujourd'hui que le courant s'inverse. En fait, plus on cherche la coopération et plus sa présence est patente. Les animaux continuent bien sûr à se faire concurrence, mais la coopération occupe une place centrale dans l'évolution du comportement social, ce qui est en fait une clé de la survie. Les animaux obéissent à un penchant naturel quand ils coopèrent et la coopération repose sur des normes de comportement en société établies et respectées, c'est-à-dire sur des codes moraux. Il faudrait en faire le point de départ de la théorie de l'évolution et la base de nos réflexions sur la vie animale. Autre plus court extrait. Les primatologues Robert Sussman et Paul Garber rapportent que chez les prosimiens diurnes comme les lémures, les singes du Nouveau Monde et les singes anthropoïdes, la grande majorité des interactions sociales visent à la fraternisation plutôt qu'à la lutte ou à la division. Tout est sourcé, je vous le répète. La fraternisation s'exprime le plus souvent dans le toilettage et la séance de jeu. Chez les prosimiens, 93,2% en moyenne des interactions sociales sont orientées vers la fraternisation, 86,1% chez les singes du Nouveau Monde et 84,8% de l'Ancien Monde. Selon des données inédites, 95,7% des interactions sociales des gorilles tendent à la fraternisation. Ces chiffres, à supposer qu'ils soient valables pour d'autres espèces, indiquent clairement que le comportement animal n'est pas dicté par la compétition. La coopération et la cordialité n'occupent pas la seconde place derrière l'agression et le combat. Il semble même presque banal d'écrire sur la coopération animale. Fin de citation. Alors, j'avoue que avoir lu ça, moi ça m'a vraiment fait du bien, dans la mesure où j'ai longtemps pensé que cette loi du plus fort qu'avait pu écrire Charles Darwin devait être un peu biaisée. Parce que, en fait, Charles Darwin, quand il a écrit ça il y a presque 2 siècles, ce qu'il entendait apparemment par la loi du plus fort, c'était pas à comprendre à travers la force physique, c'était à comprendre à travers la force dans certains contextes et certaines émotions. En fait, apparemment, un individu qui était, et c'est ce qu'explique un peu plus longuement Marc Bekoff, un individu qui était le plus fort en empathie, en échanges sociaux, avait le plus de probabilité de pouvoir se reproduire. C'est-à-dire que l'individu qui était le plus fort dans un groupe social par rapport à ces compétences-là avait davantage accès aux femelles, avait davantage accès à diverses ressources, diverses interactions, on va dire. Et en fin de compte, au fil des siècles, on a vraiment gardé ce côté fort, égale force physique, égale agressivité, égale agression, etc., etc. Quand on lit le livre L'agression de Konrad Lorenz, qui est pour le coup beaucoup moins facile d'accès que Les émotions des animaux de Marc Bekoff, que voici évidemment, on retrouve un petit peu ce schéma-là. Et pour le coup, c'est une grille de lecture qui est intéressante, une école de pensée que partagent apparemment d'autres scientifiques, mais qui a été une fois de plus assez nouvelle pour moi. Et je trouve ça vraiment intéressant et je mets ça en lien avec Pablo Servigne avait parlé dans son livre sur la collapsologie que lors de grandes catastrophes naturelles, je pense notamment à l'ouragan Katrina de mémoire, il y a eu d'autres études sociologiques qui avaient été menées dans d'autres contextes, les individus, les hommes, pour le coup, étaient plus enclins à la coopération et l'entraide plutôt qu'à l'agressivité et la violence. Et je trouvais ça assez curieux. Moi, j'avais vraiment du mal avec ça parce que j'ai été bercé, évidemment, avec des séries comme The Walking Dead, à travers tout l'inconscient collectif qui nous amène à penser que, au final, l'homme doit être agressif, il doit être le plus fort pour survivre. Et en fin de compte, se rendre compte que des études éthologiques qui sont menées sur des animaux et notamment des primates, d'autres types de primates, parce que malgré tout nous restons des primates, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et ça aide vraiment à relativiser sur
ce qu'on nous apprend et sur ce à travers quoi en fait on évolue. Ça me fait un petit peu penser au darwinisme social, où justement on a justifié à travers cette loi du plus fort toutes les hiérarchies dans les entreprises, le fait que plus on monte en grade, plus on se doit de dominer et d'écraser les personnes qui sont inférieures. Alors qu'au contraire, c'est comme avec les méthodes d'éducation alternative, quand on va privilégier la coopération, quand on va amener un enfant par exemple à s'orienter lui-même vers une activité qu'il aime à travers tous les mouvements comme l'apprentissage autonome, comme le unschooling et les méthodes de pédagogie alternative type Montessori, vous amenez davantage les enfants à la coopération, à la compréhension et à l'entraide, plutôt qu'à la compétition qu'on va retrouver dans le système éducatif classique, à savoir soit le meilleur et les meilleures notes. C'est comme ça que tu vas pouvoir avoir accès en fait aux meilleures places dans les meilleures écoles, et s'axer toujours vers la compétition. On se rend compte que non seulement c'est malsain parce que ça crée justement de la violence, de l'agressivité de la part des humains, mais en plus apparemment c'est contre nature. Donc voilà. Alors je vous avais parlé dans l'introduction du jeu collectif, et j'avais envie d'y revenir à travers une petite citation. Pour le coup, c'est vraiment intéressant, comme je vous disais, dans la mesure où Marc Bekoff a étudié cela pendant un certain nombre d'années. Il a étudié le comportement dans divers contextes et à travers diverses espèces. Et c'est marrant parce qu'il fait la corrélation avec l'homme. Il l'a fait dans pas mal d'endroits à travers le bouquin, ce qui aide une fois de plus à remettre en perspective les capacités humaines par rapport aux capacités animales. Et notamment à travers le jeu collectif, il dit « C'est vraisemblablement dans le jeu collectif que les individus encore immatures acquièrent les règles de base des comportements admissibles, la force avec laquelle ils peuvent mordre, la violence qu'ils peuvent déployer, ainsi que la manière de résoudre les conflits par le biais d'une situation divertissante, sans danger ni menace. C'est dans une même logique que l'on encourage les enfants à s'adonner au sport collectif, ils y apprennent à se comporter, à coopérer et à résoudre leurs différends dans un environnement où les enjeux sont faibles. Par leur comportement, les animaux nous montrent qu'il leur importe de jouer franc jeu et de croire que les autres font de même. La conduite sociale obéit à des codes édictant ce qui est permis ou défendu. Le jeu collectif, cet espace où la transgression est peu pénalisée, n'offre-t-il pas l'atmosphère la plus propice à l'apprentissage de la loyauté et de la coopération ? Il se peut également que les individus appliquent à d'autres membres du groupe et à des situations différentes, partager sa nourriture, défendre ses réserves, se toiletter, se montrer attentionné, des codes de conduite acquis en jouant avec certains partenaires. Le jeu n'est pas qu'un divertissement, c'est une activité utile. Les études qui lui sont consacrées indiquent bien que les animaux cultivent en jouant un certain sens de la loyauté et de la coopération. Ce qui est encore plus clair lorsque le jeu s'arrête. Fin de citation. Donc, en tant que propriétaire de chien de compagnie, il est primordial de pouvoir laisser son chien interagir avec d'autres chiens et éventuellement de jouer avec d'autres chiens. Alors, on dit souvent, en tant qu'éducateur canin, que lorsque vous avez un jeune chiot, il est intéressant qu'il puisse jouer avec d'autres chiots, mais il est aussi primordial qu'il ne passe pas toutes ses interactions à jouer. Et qu'il soit mis en contact avec des adultes permettent au chien justement de ne pas devenir ce qu'on va appeler entre guillemets un chien dit harceleur, ou un chien qui ne va plus comprendre la fin des interactions parce qu'il a constamment été mis avec des chiots qui ne font que jouer. Donc le jeu est important. Savoir encadrer le jeu de votre chien est également aussi important. Mais, j'insiste là-dessus, c'est ce que dit Marc Bekoff, le jeu est essentiel. Et beaucoup d'animaux, à travers des études qu'on a pu mener dans leur milieu naturel, montrent que les animaux passent énormément de temps à jouer. Énormément. Et je pense que si les humains d'ailleurs n'avaient pas tous ces codes sociaux qui les amènent à se dire qu'arrivé à un certain âge, il faut plus qu'on joue, parce qu'on est sérieux, parce qu'on est adulte, etc. En fin de compte, on serait peut-être plus détendu et on serait peut-être mieux. Voilà. Donc, d'où l'importance, je le répète, et je terminerai sur le jeu collectif, de laisser votre chien jouer. Et ce n'est pas parce que votre chien est adulte que vous estimez qu'il ne doit plus jouer parce qu'il est trop grand pour faire ça et qu'il faut stopper toutes les demandes de jeu, quoi.
Après, assurez-vous une fois de plus que votre chien ne soit pas harceleur vis-à-vis des autres chiens ou ce genre de choses. Alors comme je vous le disais préalablement, il y a tout un chapitre qui est consacré aux interrogations des sceptiques et à l'incertitude de la science. Marc Bekoff y raconte des anecdotes de réaction de la communauté scientifique lors de conférences de la ligne rouge entre anthropocentrisme et analyse objective des faits et des résultats d'expériences. C'est vrai que son livre n'est pas un parti pris qui balaye les points de vue contradictoires et l'auteur y délivre ses arguments et aussi leurs limites. Marc Bekoff explique vraiment que sa vision, il l'a acquis après des années au final. Au début, c'était un scientifique classique qui a passé beaucoup de temps au laboratoire à disséquer et dépecer des animaux et il s'est dit mais mon Dieu, j'ai fait ce métier parce que j'aimais bien les animaux, c'est pas pour les tuer et puis au final les dépioter quoi. Si on veut les étudier, c'est mieux de les faire quand ils sont vivants et de préférence dans leur milieu naturel. Donc petit à petit, il s'est désintéressé de toute cette science vraiment très mécaniste. C'est aussi ce qu'on va retrouver à travers le parcours de Rupert Sheldrake. Donc j'avais fait une note de lecture sur son ouvrage Ces chiens qui attendent leur maître, qui a eu un petit peu le même parcours. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un certain nombre de scientifiques qui travaillent dans des laboratoires. Je vais en parler tout de suite après un petit peu de comment ça se passe dans les laboratoires. Donc il y a des scientifiques qui, arrivés à un certain moment, pètent un plomb et se rendent compte que ce qu'on fait subir aux animaux, c'est pas forcément bien. Donc il y en a certains qui vont totalement arrêter, ou il y en a d'autres qui vont faire un virage à 180 degrés, qui vont poursuivre l'étude scientifique, mais dans un tout autre domaine, et mener un certain combat. C'est ce qu'a fait Marc Bekoff, et lorsqu'il présentait des conférences, il a eu autant des scientifiques qui se sont joints à ses idées et qui, chacun dans leur coin, a tenté de mettre en place ce qu'ils pouvaient pour prendre en compte le bien-être des animaux, autant des sceptiques ou des scientifiques qui allaient encore à l'encontre de cela. Marc Bekoff explique qu'il y a encore des scientifiques, même si ça devient vraiment une minorité et une espèce en voie de disparition, et tant mieux, il y a encore un certain nombre de scientifiques qui doutent encore des émotions des animaux. Et en fin de compte, même si l'opinion générale a pris conscience de cela, disons qu'au niveau de la loi, on y va vraiment lentement, parce que si on changeait tout, ça devrait changer un certain nombre de choses au sein de la société, et notamment au niveau des lois. Bon, je vais y revenir à travers une autre citation. C'est l'avant-dernière, après, rassurez-vous, ce sera fini pour les citations. Tac, que je la trouve. Alors, il parle dans un contexte d'études en laboratoire. Aux États-Unis, les sujets d'expérience sont théoriquement protégés par l'Animal Welfare Act. J'ai un accent anglais vraiment mauvais. Mais cela s'est avéré insuffisant jusqu'à présent. Cette loi ne protège qu'un animal sur 100 et on l'amende parfois de manière absurde pour répondre aux besoins, entre guillemets, des chercheurs. Citons par exemple un extrait du registre fédéral de l'année 2004. Nous amendons la réglementation de l'Animal Welfare Act pour tenir compte d'une modification de la définition du terme animal tel qu'il apparaît dans l'acte. Le Farm Security and Rural Investment Act de 2002 a modifié la définition de ce terme pour en exclure les oiseaux, les rats du genre Ratus et les souris du genre Mus, élevés pour servir à la recherche. Fin de citation. Marc Bekoff écrit ensuite « Certaines personnes seront peut-être surprises d'apprendre que les oiseaux, les rats et les souris ne sont plus considérés comme des animaux. Puisque les chercheurs ne sont pas autorisés à maltraiter les animaux, on redéfinit tout simplement ce qu'est un animal, jusqu'à ce que le terme ne désigne plus que des créatures moins souvent utilisées. Le fait qu'il s'agit d'être sensible et empathique ne change rien à l'affaire. » Donc là, vous vous doutez qu'on est passé dans la partie de l'ouvrage qui devient vraiment un manifeste pour la protection animale. Et c'est une... je pense que c'est à travers cette grille de lecture-là qu'on va retrouver cet ouvrage, je vous dis, dans la bibliographie de sites vegan ou de sites d'associations du genre L214 ou autre, parce que pour le coup, on va vraiment rentrer là-dessus, quoi. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Je vous en épargne un certain nombre, déjà parce que
Enfin, on a tous conscience de ça. C'est bien de le relire et de remettre le nez dedans, mais il y a un moment donné, je pense que si vous-même vous êtes en train de regarder ces vidéos, que vous vous intéressez à tout cela, ne serait-ce qu'à travers la cognition du chien, à travers tout le bien-être, vous êtes déjà sensibilisé à cela. Si vous ne l'êtes pas, bah écoutez, c'est pas trop tard pour commencer à vous pencher sur le sujet. Marc Bekoff va notamment parler de l'utilisation immorale des animaux à travers l'industrie agroalimentaire. Et ça me fait penser au travail qu'a pu mener Gilles Lartigot, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est vraiment un très bon auteur, qui a écrit 2 bouquins, à savoir Hit 1, Chronique d'infos dans la jungle alimentaire, et Hit 2, Des morts et des vivants. Où pour le coup c'est vraiment aussi une personne qui a mené une étude de fond, qui a visité des laboratoires, qui a visité des élevages, qui a rencontré des personnes qui ont travaillé en sous-marin dans les abattoirs. Et vraiment pour le coup, pour les personnes qui ne sont pas encore sensibilisées à ça, ou qui ne sont pas encore informées à ça, ces 2 ouvrages de Gilles Lartigot, je fais de la pub parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. J'ai beaucoup aimé ces 2 ouvrages, je l'ai vu en conférence, c'était vraiment un beau moment. Je l'ai pu rencontrer d'ailleurs, et on avait échangé quelques mots par rapport aux médecines alternatives et aux protocoles de soins, notamment à travers les jeunes et les travaux du professeur André Gernez ou autres. Bon, on va pas partir là-dedans. Mais voilà, vraiment pour le coup, l'ouvrage de Marc Bekoff peut sembler un peu redondant pour toute cette seconde partie si vous n'êtes pas encore si vous êtes déjà sensibilisé à la cause animale, bien que vous allez apprendre plein de choses, parce que l'ouvrage date donc de 2007, mais la plupart des études, donc là c'était un rapport de 2004, mais vous allez avoir plusieurs extraits comme ça de législation américaine du milieu des années 2000, vous allez avoir 2004, 2007, 2006 je crois, 2005 aussi, dans différents contextes, bref, et donc vous vous rendez compte un petit peu comment est-ce que le gouvernement américain joue là-dessus. En France, on fait exactement la même chose. Le dernier point donc, sur lequel je voulais revenir est toujours dans cette même veine de manifeste pour le bien-être animal. Marc Bekoff va parler des zoos, notamment le National Zoo de Washington DC. C'est vraiment le zoo numéro 1 aux États-Unis. Je vais mettre la lumière, je vais brancher tout cela et je reviens. Alors, petit éclairage d'ambiance. La nuit tombe et je vais essayer de terminer cette vidéo. Je suis désolé pour le créneau horaire, mais j'ai pas forcément eu le temps ces dernières semaines. Je suis assez occupé et donc là je profite d'un petit moment de répit pour faire cette vidéo et ça tombe apparemment au mauvais moment. Donc vous allez avoir ma tête en version nuit pour la fin de la vidéo. Je vais essayer de jouer, je pense, avec les contrastes sur le logiciel de montage, on verra ce que ça va donner. Alors j'en étais donc au National Zoo de Washington. Alors ça va être une citation un peu longue, c'est la dernière, après c'est bon, vous serez sauvé. Mais je tenais vraiment à soulever ce dernier point parce qu'après je vais un petit peu parler des zoos et des parcs zoologiques, que ce soit en France ou ailleurs. Alors c'est parti. Les zoos n'échappent pas à la réalité. Ils ont des budgets, des directeurs, bons et mauvais, et des contraintes. Ils ne sont pas parfaits. Mais où va-t-on si l'un des zoos les plus grands et les plus en vue du pays, le National Zoo de Washington DC, ne parvient pas à s'occuper convenablement de ses pensionnaires? En 2005, le National Research Board on Agriculture and Natural Resources a publié les résultats d'une enquête menée au National Zoo. Promis, je travaillerai mon accent anglais pour les prochaines vidéos. Le but était d'identifier les points forts, les faiblesses, les besoins et les déficiences de l'infrastructure actuelle. L'enquête fut lancée pour éclaircir les soupçons qui pesaient sur la bonne gestion du zoo et le traitement adéquat des animaux. L'opinion a été alertée en particulier par l'empoisonnement d'un couple de pandas rouges par de la mort aux rats, alors que les chefs de la sécurité qui auraient pu éviter ces morts inutiles restaient introuvables. Le National Research Board a demandé à un certain nombre d'experts, dont j'étais, de lire et de commenter le rapport qui s'ensuivit. En substance, ce rapport montrait qu'un grand nombre d'animaux avaient souffert de leur séjour au National Zoo. Il y avait depuis longtemps des problèmes majeurs, de multiples infractions aux lois et directives fédérales pour ne rien dire du manque de bon sens. Les violations répertoriées dans ce rapport étaient tout bonnement inadmissibles et dépassaient tout ce à quoi on pouvait s'attendre. J'ai été écœuré par ce que j'ai appris. J'ai relevé plusieurs points très alarmants.
Le manque de documentation sur le programme de médecine préventive et le non-respect du calendrier annuel des examens, des vaccinations, des tests de dépistage de la tuberculose et des maladies infectieuses. Le zoo passait pour un centre de recherche de niveau international, mais son programme de nutrition présentait des défauts qui ont causé indubitablement la mort de plusieurs animaux du National Zoo, pour citer le rapport. Il faut ajouter à cela les mépris des règles, des procédures édictées par le zoo lui-même en matière de santé animale. Le zoo n'a pas suivi les directives sur l'euthanasie, il a violé les procédures et les protocoles de quarantaine, et sa désinsectisation laissait à désirer. Je me suis entendu 3 fois avant pour essayer de prononcer ce mot sans me planter, c'est un échec. Donc sa désinsectisation. Alors, les dossiers étaient mal tenus dans un certain nombre de domaines et leur accès malaisé. La falsification des dossiers vétérinaires était l'une des violations les plus flagrantes. Que fit l'AZA à la lumière de ce rapport? Après tout, cette association est en droit de ne pas accréditer les zoos qui ne satisfont pas aux normes. En dépit des conditions de vie déplorables et inexcusables, malgré l'absence de tout plan stratégique, cela à l'encontre des recommandations des précédents dossiers d'accréditation de l'AZA, cette dernière a renouvelé l'accréditation du National Zoo en mars 2004. Cette décision n'a pas tenu compte de la conclusion de la commission d'études selon laquelle rien ne vient prouver que l'administration du zoo a rempli sa mission qui est d'assurer la gestion et la prise en charge des animaux. À ceci vient s'ajouter un défaut de responsabilité et de fiabilité à tous les niveaux. Ce sont là des termes pour le moins vigoureux. Le rapport était censé promouvoir des changements significatifs, mais bon nombre de problèmes furent ouvertement ignorés. Putain, c'est de pire en pire cette lumière. C'est terrible, hein. Mais j'ai pas d'éclairage en plus au plafond, donc je peux pas... Bon, écoutez, on va essayer de s'en sortir comme ça. Voilà, donc si je tenais en fait à parler de ce dernier sujet, à savoir les zoos, plus généralement tout ce qui va être parc zoologique ou lieu de détention d'animaux en captivité, c'est parce que je me souviens que le dernier zoo que j'avais visité, c'était en 2012. Je n'étais à l'époque encore absolument pas formé à toutes ces notions de bien-être animal. J'étais dans un mode de vie et une vision totalement différente. J'avais visité le zoo d'Amnéville et je me souviens avoir été choqué parce que des panthères étaient dépoilées. Il y avait plein de... donc elles avaient plus tout leur poil. Il y avait pas mal de blessures chez les animaux. Je me souviens de chiens de prairie qui passaient son temps à essayer de sauter par-dessus la clôture. Ça nous avait fait rire à l'époque, on avait même pris une photo sur laquelle on avait marqué I believe I can fly. Et j'étais vraiment le visiteur moyen des zoos. Et lorsque j'ai commencé à me former à cela, au bien-être animal, à l'éthique, au respect, ou bien même plus largement à tous les besoins cognitifs et leur nature profonde, dont cet ouvrage peut notamment, une fois de plus, être un bon exemple ou une bonne entrée en matière pour les personnes qui ne connaîtraient pas cela, qui n'ont pas le niveau de connaissance que j'ai. Ça fait un petit peu, je me lance des fleurs, mais simplement, je me suis sensibilisé à ce sujet, c'est ce que je veux dire. Et pour le coup, j'invite tout le monde à faire ça. Les personnes qui conduisent leurs enfants dans les parcs zoologiques, ou bien les petits zoos du coin, ou la petite ferme du coin, où on va voir un lama tout seul dans son coin enfermé, moi je les incite vraiment grandement à se renseigner là-dessus, parce que le niveau de dépenses des animaux enfermés est vraiment faible. Je me souviens, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, Nicolas Tessier avait formé des personnes... Nicolas Tessier avait participé à des stages aussi où on enrichissait l'environnement de vie des animaux en zoo. Ça avait été aussi le cas de Jérémy Sorindal qui avait fait ça au Canada avec Jacinthe Bouchard. Et en fin de compte, on se rend compte que les animaux sont tellement en mal-être qu'on est obligé d'enrichir artificiellement leur environnement pour minimiser, on va dire, leurs états potentiellement dépressifs ou autres. Et pour le coup, c'est vraiment triste qu'au XXIe siècle, on soit pas encore formé énormément à cela. Et que moi je vous dis, c'est un travail de réinformation et au final un chemin de vie que j'ai pris qui m'a sensibilisé à cela. Mais à aucun moment je m'étais dit que c'était peut-être pas bien de voir des animaux enfermés, quoi.
Parce que comme on a grandi là-dedans, on se rend vraiment pas compte. Et c'est vraiment un combat à mener. Alors je parle pas forcément d'aller dans les zoos et ouvrir les cages ou de scénarios de catastrophe comme dans l'armée des 12 singes par exemple, qui est un très bon film au passage. Mais ouais, il faut vraiment se rendre compte que les zoos qui promeuvent le fait de justement préserver des animaux sauvages qui, dans leur état naturel, dans leur milieu naturel, seraient éliminés et que justement ils participent à la préservation et à la sauvegarde de ces espèces-là, c'est faux quoi. Faut vous dire qu'un animal sauvage, une fois qu'il passe sa vie en captivité, qui se reproduit en captivité, les générations passant, si vous remettez ces animaux-là dans leur milieu sauvage, il va y avoir tout un tas d'instincts, tout un tas d'apprentissage que l'animal en soi n'aura plus quoi. C'est pas le même animal que vous allez avoir capturé 2 ou 3 générations précédemment. Donc ça sert à rien. Et honnêtement, oui, les ours polaires par exemple sont en train de mourir à cause du réchauffement climatique et d'autres causes qui sont pas forcément liées à l'homme, mais est-ce que les sauvegarder et les enfermer dans des cages sous prétexte qu'ils sont en train de mourir, c'est bien? Je sais pas, moi je me pose la question en fait en toute honnêteté. Et les zoos qui mettent justement en avant comme le zoo qui était cité dans ce programme, et même en France, je vois des zoos de Beauval ou d'autres où justement les organisateurs, enfin les organismes mettent en avant justement la formation et la sensibilisation des personnes à cela. Je trouve ça vraiment grotesque quoi. Parce que moi je me souviens avoir visité les zoos, je me souviens pas du tout être sorti avec des nouvelles infos. Je suis sorti avec des photos, j'ai passé un bon moment, en plus on peut acheter des sandwichs, il y a des terrasses, on peut boire des bières, des machins. Et c'est tout. Je me souviens j'ai assisté à un spectacle avec des oiseaux qui dansent, des oiseaux qui dansaient, qui volaient dans tous les sens, machin. Il y avait une mise en scène avec des trucs de Moyen-Âge ou des pirates, je me souviens plus. Bah voilà, c'est tout ce que j'en ai tiré. Alors, se dire qu'on va sensibiliser ou former les gens, c'est faux. Et c'était donc ce qui ressortait de cette enquête-là, c'est qu'au final, il y a très peu de retours sur le fait qu'on forme vraiment les gens. Moi, je pense qu'il y a un bon documentaire Arte filmé vraiment dans les milieux naturels ou autres, où on formait beaucoup plus les gens. Il va y avoir une approche pédagogique qui va être beaucoup plus assimilable à travers un documentaire plutôt qu'à travers une journée dans un zoo. Donc honnêtement, si vous avez encore des doutes là-dessus, moi je vous invite vraiment à vous renseigner. Donc soit à travers cet ouvrage de Marc Bekoff, soit à travers tout un tas de documentaires, tout un tas de sites internet qui vont vous apprendre, vous sensibiliser à cela, que ce soit vraiment les parcs zoologiques, que ce soit même les parcs d'attractions. Je pense à Disneyland Paris ou alors le parc Astérix dans lesquels on utilise encore des animaux pour les animations. C'est des choses qui devraient quand même vous alerter, sur lesquels vous devriez vraiment vous sensibiliser. Je crois que les cirques maintenant en France n'utilisent plus d'animaux. Il y a eu toute une campagne qui a été menée là-dessus. Donc c'est bien, ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Il y a encore beaucoup à faire. Dans tous les cas, et je terminerai là-dessus, cet ouvrage de Marc Bekoff, qu'on voit plus beaucoup parce qu'il fait nuit, Les émotions des animaux, est vraiment un ouvrage de référence. Vous allez vraiment apprendre tout un tas de choses. Vous pouvez peut-être le trouver dans une édition reliée ou brochée. Moi je l'ai trouvé en format poche et je suis pas amateur des bouquins en format poche. Mais quoi qu'il en soit, le contenu est là. C'est vraiment un livre où vous allez pouvoir en apprendre à tous les chapitres. Je me souviens même avoir souri ou rigolé sur certaines anecdotes, sur certaines histoires qui sont vraiment bien menées, une fois de plus. Je vous invite vraiment à le lire. Pour moi, c'est vraiment une Bible. Enfin, c'est devenu vraiment une Bible. Pour des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose et qui veulent vraiment mettre un premier pas dans tout ce qui va être l'éthologie cognitive, plutôt que de vous taper des ouvrages de Konrad Lorenz, lisez Marc Bekoff. C'est beaucoup plus facile d'accès et c'est très bien. Voilà, c'est fini pour moi. La prochaine vidéo qui paraîtra début janvier sera une vidéo beaucoup plus simple. On va parler de jeux dans la maison qu'on va pouvoir effectuer avec son chien et plus particulièrement d'enrichissement de milieu. Voilà, une petite vidéo légère pour commencer l'année 2019. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.